suis converti en bio en 2016 parce que j'avais j'ai une grosse partie de l'exploitation qui est en sec, donc je ne pouvais pas valoriser avec de la production de semences. Des cours du conventionnel qui étaient en berne complète depuis plusieurs années. Donc je me suis rendu compte qu'il allait falloir vite faire quelque chose, parce que sinon on allait être dans le déclin rapidement. Mais rapidement. Donc du coup j'ai étudié plusieurs éventualités, dont celle du bio. Et ce qui me faisait déjà réfléchir depuis quelques années, c'est qu'il y avait quand même dans le voisinage plusieurs exploitations bio avec des agriculteurs que je connais bien et que je côtoie, quoi. Et donc du coup, c'est en parlant un petit peu de leur activité, de leur façon de travailler, de la façon dont ils avaient de gérer certaines problématiques, ça me faisait réfléchir. Et puis bon, moi c'est vrai que j'avais toujours travaillé dans la partie plus semence, quoi, depuis mon installation, même avant. C'est vrai qu'on était un peu la tête dans le bidon à raisonner, mais on va prendre un contrat de ci, un contrat de là, et pour essayer de marger sur la structure. Et puis en définitive, c'était plus, ça ne le faisait plus, quoi. Les craintes, c'était de ne pas réussir à tenir le salissement. Ça, c'était une grosse crainte. Et après, l'autre, c'était un petit peu la gestion du temps par rapport aux façons culturales. Parce que ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'en bio, on n'a pas la charge de phyto, mais pour le compenser, il faut passer dans les champs. Donc ça demande plus de travaux du sol, plus de disponibilité, donc évidemment plus de temps passé. Il faut avoir un bon vibroculteur avec des cœurs pour scalper, et parce qu'au niveau de la préparation des semis, il va falloir passer à minima 2 fois pour faire au moins un faux semis et une deuxième préparation pour le semis. Mais c'est le minimum, si on peut en faire 2, c'est mieux, quoi. Alors en bio, pour aller bien, il faut beaucoup de cultures. Il faut beaucoup de cultures pour pouvoir les inscrire dans la rotation. Au niveau donc les légumineuses pour la nutrition azotée derrière des céréales. Et aussi au niveau des différentes dates de semis pour la gestion des salissements. Niveau rotation, donner une rotation fixe comme ça, c'est assez compliqué, parce que la météo va avoir un impact non négligeable, encore plus qu'un conventionnel, sur l'idée de la rotation qu'on va vouloir faire. Parce que en bio, on est obligé d'aller ensemencer plus tard pour gérer le salissement. Et du coup, plus tard,
ça peut aller ou pas aller. Et quand ça va pas, c'est autre chose. Oui, des achats, il y en a eu. Il y a eu au niveau des travaux du sol, donc évidemment, il faut investir dans une bonne mineuse et une mercerie, si elle n'est pas déjà présente sur l'exploitation. De la lame, le lièvre ou du soc scalper pour les mineuses, parce que souvent en conventionnel, on ne travaille pas avec ça, on travaille avec du cœur classique. Et après, autre investissement que j'ai fait qui coûte un petit peu quand même, c'est au niveau du stockage. Un nettoyeur séparateur pour nettoyer les cultures à l'entrée du champ. Enfin, à l'entrée du stockage. Sortie du champ, entrée du stockage pour pouvoir stocker des graines propres et éviter les problèmes par la suite, tant au niveau de la condition de stockage, puis au niveau de la commercialisation. Ça c'est vachement important parce que là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos organismes stockeurs, quand on leur porte une benne sale, surtout en bio, ils n'oublient pas d'appliquer les réfactions. Au niveau des investissements, moi j'avais fait un PVE, donc un plan d'investissement pour l'amélioration de l'exploitation. Donc tous ces outils qu'on emploie en bio sont des outils qui sont liés à ne plus employer des produits phytosanitaires, donc il faut dire qu'il y en a 40% de subvention là-dessus. Ça m'a bien rendu service. Et il faut quand même se donner les moyens d'aller le faire comme il faut, parce que sinon ça sera un échec. Il faut mettre les moyens de production, enfin il faut se donner les moyens de produire, de pouvoir désherber, de pouvoir tenir ses parcelles comme il faut, parce que sinon le peu d'investissement qu'on ne va pas mettre au début va se retrouver de manière exponentielle à la fin par un manque de résultats criants, quoi. Alors l'exploitation elle est malgré tout plus rentable avec l'atelier biologique, ça il n'y a pas photo, parce que au jour d'aujourd'hui, pourvu que ça dure, on va toucher les bois, quand même il y a une baisse de rendement, évidemment qui est assez conséquente sur certaines cultures, un peu moins sur d'autres, il y a plus de travail. Ça c'est un fait, mais à la fin il y a quand même une rémunération du produit qui est là, qui est quand même relativement intéressante et qui permet de tirer son épingle du jeu. Les conseils à donner, c'est déjà ne surtout pas le faire sur un coup de tête, surtout pas. Il faut que ce soit bien réfléchi, il faut commencer quand même à avoir l'idée en tête bon moment avant, et bien prendre la mesure du temps passé, ou du temps à passer, notamment au niveau des préparations de sol et tout ça. Ça c'est vachement important, et ne pas oublier, ne pas négliger les montants d'investissement auxquels on n'avait pas pensé avant.
Voilà, les petites améliorations d'outils, les petits achats, l'augmentation de l'usure de telle ou telle pièce. C'est des choses qu'il faut pas omettre. Bon, au jour d'aujourd'hui, je regrette pas d'avoir franchi le pas. En gros, il y a 36 hectares et demi de blé en bio, partie bio. 36 et demi de blé de printemps, 25 de maïs semence, 25 de tournesol, 25 de soja. Cette année, c'est du grand épeautre, il y en a 10. On irrigue 80% de la surface, ça fait 150 hectares. Donc, je suis passé en bio en 2015, pendant la grosse vague. Là, j'ai passé que 35 hectares, parce qu'il fallait y croire, donc c'était pas évident. Donc j'ai tout passé jusqu'en 2017. Et voilà. Et j'ai gardé cette partie conventionnelle pour pouvoir, parce que j'ai du sort aux semences depuis longtemps, et donc comme ça marche, voilà, je vais garder autour de la maison. En fait, une exploitation, il faut suivre le marché, quoi, hein. On ne peut pas rester, même si on a un bon produit ou une bonne situation, il faut voir dans l'avenir. Et ici, dans le sud-ouest, moi j'ai des petites parcelles, il faut jouer. Et moi je pense qu'il fallait jouer sur le bio, hein, ça nous a, pour nous maintenir, hein, parce que pour lutter contre les pays de l'Est, les grands champs, les grandes parcelles en conventionnel, ça va être compliqué. On a fait un groupe bio dans la Cuma et donc on a acheté l'épineuse, une faucheuse automotrice pour faucher des cultures. S'il y a trop d'herbe dedans, on a trouvé ça en annonce, on a vite sauté. On l'a acheté entre Noël et Nouvel An. Donc une faucheuse automotrice, bon, RC Trieux ou rotative. Et j'ai acheté aussi beaucoup de bêches. Donc j'ai fait tous les magasins de bricolage pour acheter des petites bêches, pour pouvoir couper l'herbe. Voilà. Ça aussi, ça a été un investissement. Je crois que j'en ai eu 25, autour de 25 par la bêche. Voilà. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'y pense pas, mais... Alors, les avantages du bio, c'est que c'est le prix. En gros, c'est le prix. Quand vous cultivez du conventionnel, c'est comme un peu la vigne, on vous fait un tableau, là, vous faites ça. L'autre, on suit un peu plus la nature, voilà. Je pense qu'on redevient agriculteur. C'est l'herbe. Alors l'herbe, on a toujours peur de l'herbe. Voilà. Donc ça, l'herbe, c'est le grand truc. Bon, après, on commence à s'apercevoir que ça peut se maîtriser. Les maladies pour les céréales. Alors là, on se dit, nos blés, et finalement, en faisant des blés de printemps, ça passe. Et après, les prix, est-ce que les prix vont tenir, tout ça, voilà. Mais bon, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose, hein, donc il faut y aller. Une fois qu'on y est, on s'adapte. Le moindre matériel, c'est 30 000 €. Voilà. 30 000, 40 000, 50 000. Un agriculteur qui veut partir en bio, il peut y aller, c'est un challenge. On redécouvre le métier. Voilà. Il faut que les gens continuent à acheter, il faut qu'ils y croient à la culture du bio.
Aujourd'hui, l'agriculture biologique recadre le mot, remet le mot agronomie un peu au cœur de la mêlée, comme on dit, quoi. Tout tourne autour de ça, donc c'est un suivi qui est beaucoup plus, comment dire, basé autour de l'agronomie et de la rotation, de la méthode culturale, plutôt que le chimique, quoi. Voilà. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Un, l'aspect agronomique dans la rotation, le suivi des cultures, par rapport à est-ce que c'est un bon précédent pour la culture à venir, comment dire aussi, le suivi des semis de printemps, suivi plutôt d'une culture de semis d'automne pour le salissement, éviter le salissement, couper les cycles des adventices le plus possible pour pouvoir les gérer le mieux possible. Et ensuite aussi il y a l'aspect marché, c'est-à-dire le choix de la culture aussi, il y a une gamme beaucoup plus large, un choix de culture en bio qu'en conventionnel, ça c'est une certitude. Par contre, il faut s'adapter à la demande du marché. On va dire qu'il y en a au moins une par typologie d'exploitation. Est-ce que c'est plutôt polyculture élevage? Est-ce que c'est plutôt grande culture? Donc là, il va y avoir deux schémas de rotation un peu différents, parce qu'il y en a une où on va pouvoir plus facilement mettre dans la rotation des prairies temporaires, qui là, franchement, en bio, par le salissement, le repos un peu des terrains, restitution même peut-être d'une coupe broyée une coupe durant le cycle de la prairie, ce qui permet voilà, de maintenir un peu aussi le niveau de fertilité des sols. Après la rotation, on va dire type, si on part sur une base, donc prairie temporaire de 2-3 ans légumineuse, on la retourne. Derrière, il est quand même judicieux d'y faire une serre à la paille de type blé meunier. Parce que c'est pendant un an ou deux, on a quand même les effets bénéfiques de la prairie légumineuse, donc blé. Et après, comme je vous dis, il faut s'adapter au marché, à la rotation. Donc, soit on fait 2 années d'automne, soit automne-printemps, automne-printemps. Après, il y en a qui font automne-automne, printemps-printemps. Donc, moi, ce que je préconise, c'est un blé. Au choix, après, il peut y avoir un tournesol. S'il y a l'irrigation, si c'est un sec, s'il y a l'irrigation, il peut y avoir un soja, il peut y avoir des haricots en semis de printemps. Ensuite, derrière ça, on retourne avec peut-être une paille secondaire de type orge brassicole en bio, avoine blanche pour l'alimentation humaine en floconnerie par exemple aussi. Et on retourne en printemps, en semis de printemps avec pourquoi pas un soja, un maïs, un irrigué. Après en sec, le hic en bio, ça va être les semis de printemps en sec, à part le tournesol. Aujourd'hui, si on a le sarrasin. Et en plus, il y a une autre date de semis qui apparaît aujourd'hui, c'est les semis de plein hiver, c'est-à-dire du mois de février-mars, avec type lentilles, pois chiches, lin, qu'on sème dans ces périodes-là. Ça fait une 3e date de semis qui nous permet aussi de gérer d'autres adventices, type datura ou morel, voilà, dans la rotation. Alors, c'est, comme tu l'as dit, c'est de la lutte uniquement mécanique en bio. Donc, bon, il y a la rotation, et de par ce fait,
Il y a les interventions mécaniques, par exemple derrière les pailles, qu'on récolte au mois de juillet. On va travailler le sol au mois d'août dans le sec, le plus tôt possible derrière la moisson. Un coup de déchômage, peu importe, à disque, à dents, peu importe, pour pouvoir se laisser l'opportunité d'y passer pendant l'été, à période sèche, où là on détruit plus de 75% du stock grainé et où on gère aussi les vivaces style chardon, rumex le mieux possible, quoi. Et après, en culture 1, c'est le passage d'outils de désherbage mécanique, style ou rotative 1, associé à de l'étria, de la RC Tria, ou quand on a des plantes encerclées style soja ou tournesol ou maïs, on est avec des bineuses. Une des meilleures, c'est quand même la rotation aussi, hein. Ne pas répéter trop souvent la même culture, hein, ce qui quand même diminue tous les bioagresseurs, que ce soit insectes ou adventices. Donc il y a la date de semis. Les dates de semis, par exemple, des pailles, des serres à la paille à l'automne, plus on sème tôt, plus on a malheureusement de chance d'avoir des pucerons. Et plus on sème tard, dans l'automne, limite hiver, moins on aura de risque d'attaque de pucerons, par exemple. Un agriculteur en bio à l'hectare passe à peu près 6,5 heures hectare par an dans son tracteur, tandis qu'en conventionnel, la moyenne Occitanie est à 4,2 ou 4,5. Donc on y passe plus de temps en bio. Le bio demande plus de main d'œuvre que le conventionnel au final. Augmentation de la demande bio du consommateur augmente de chaque début d'année de 2 points, un minimum de 10% chaque année. Donc c'est quand même non négligeable. Donc il faut quand même y répondre à cette demande. Donc même si la conversion des hectares qu'il y a aujourd'hui ne couvre pas la demande. De SAU en polyculture élevage. Donc quand j'ai repris l'exploitation, il y avait déjà une troupe de brebis, mais une petite troupe, une cinquantaine de mères. Et mon objectif, moi, c'était de développer ça pour réduire la part de céréales de vente et augmenter les parts d'élevage sur l'exploitation. Donc j'ai développé l'atelier au vin pour être aujourd'hui en gros à 280 mères, 280 brebis donc, pour faire de l'agneau à destinée bouchère. Vous voyez en fond, il y a quelques vaches qui sont arrivées à la rentrée de janvier 2021. Donc c'est pour compléter, si vous voulez, au niveau pâturage. On pourra en reparler par la suite. Il me reste quelques terres que j'ai récupérées qui sont encore en conversion, mais je vais être 100% bio aujourd'hui. Que ce soit sur les parties terre, donc culture de vente, prairie, comme pour les brebis, et l'élevage en général, je suis en conversion. Alors les brebis c'est rapide, c'est 6 mois donc c'est converti aujourd'hui. Et depuis l'été dernier je vends des agneaux en production biologique. Alors initialement j'étais pas forcément parti quand je me suis installé pour partir en conversion à l'agriculture biologique. Ça s'est accéléré du fait de reprendre ces terres qui étaient en conversion. On était aussi c'était 2016-2017, 2 ans après le boom, on va dire, de la conversion bio dans le Gers en 2015, insufflé par un montant d'aide un peu plus intéressant via la PAC. Donc ça m'a permis de me décider, plusieurs raisons. Donc cette moitié de SAU en gros déjà en conversion. Un contexte général qui tendait vers ça.
j'avais du matériel pour m'équiper en pulvérisation à renouveler sur la partie conventionnelle. Il n'aurait pas été amorti si j'avais gardé qu'une partie en conventionnel. Et des prix de vente quand je me suis installé vraiment bas, des céréales en conventionnel, ce qui fait que ça m'a décidé à basculer sur quelque chose de 100% bio. Alors les craintes, c'était un petit peu toujours pareil, une inconnue. Donc on ne connaissait pas forcément toutes les techniques. On est habitué à quelque chose, c'est facile de rester dans ce qu'on est habitué. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est un peu ça, c'est l'inconnu. Savoir comment on allait gérer, si on allait tenir le salissement, si on allait arriver à maîtriser techniquement les productions. C'était ça déjà la première inquiétude. La seconde, et qui existe et qui reste d'actualité aujourd'hui, et même 5-6 ans après, c'est la visibilité sur les prix de vente. Parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne parce qu'on a des prix de vente élevés, des productions, assez élevés en tout cas. Ça peut toujours l'être plus, mais c'est quand même beaucoup plus élevé. Et donc c'est ce qui nous permet d'avoir un minimum de marge. C'est ça toujours cette crainte qui existait et qui existera toujours, parce qu'on n'a pas de visibilité, parce que localement et un peu plus régionalement, il y a de plus en plus de conversions, donc des nouveaux volumes qui vont arriver sur les marchés, et donc on n'a pas forcément encore assez de recul pour se dire est-ce que le marché français va pouvoir absorber ça, et absorber ça à des niveaux de prix minimum qui nous permettent de continuer de travailler dans de bonnes conditions. Donc ça a vraiment réinsufflé ces nouvelles cultures, de nouvelles perspectives intéressantes. Ça a été un des gros avantages, d'avoir de nouvelles pistes d'assolement. Ensuite, de meilleures valorisations des produits, et donc au final de meilleurs résultats économiques. Et ça, on travaille pour ça, hein. On travaille pour avoir du résultat, pour vivre, pour gagner de l'argent. Donc l'objectif il est là derrière, il ne faut pas se le cacher. Et puis après, c'est quand même intéressant de ne plus avoir à travailler avec ces produits qu'on utilisait, que moi j'ai jamais été trop habitué à utiliser en fait par le passé, que je ne connaissais pas. Les produits phytosanitaires. Donc c'était pour moi l'opportunité de ne même pas avoir besoin de me lancer, de m'intéresser à ça, aux matières actives et autres. Alors dans l'élevage, on n'a pas de contraintes majeures au niveau biologique, enfin un cahier des charges d'agriculture biologique. Des limites aussi en termes de traitement antiparasitaire, de traitement vaccin, préventif, curatif, quelques produits qu'on ne peut pas utiliser. Mais j'étais dans un système qui correspondait en fait à l'esprit et au cahier des charges bio, c'est-à-dire 100% autoconsommation ou quasiment. Donc pas besoin d'aller acheter de l'aliment qui coûte très cher, je l'autoproduisais. Beaucoup de pâturage, donc pas forcément une part de concentré minime dans mon alimentation. Et donc peu de contraintes pour moi de m'adapter au cahier des charges de l'agriculture biologique. Derrière, la valorisation aujourd'hui de la viande d'agneau en agriculture biologique est minime. Il y a des moments de l'année où il n'y a pas forcément de marché, et donc on a des prix de vente qui ne sont pas forcément bien plus importants, voire des fois même moins importants que de l'agneau conventionnel, label ou standard. Ce qui fait que, on va dire que purement sur la vision de vente en circuit long, je parle, de l'agneau, ça n'avait pas d'impact. Après demain, si j'envisage par exemple de vendre en circuit court de l'agneau, ça peut avoir un aspect purement marketing, de m'aider à mieux commercialiser l'agneau en circuit court, de communiquer auprès des consommateurs. Alors aujourd'hui, je suis toujours dans l'aménagement déjà de ce bâtiment qui m'a permis de mettre en place la contention pour les brebis. Pour moi, c'était capital pour l'élevage ovin d'avoir une bonne contention. Certes, on est jeune, on est en forme, mais pour la qualité de travail, pour le suivi, la régularité, la facilité, si demain on veut faire travailler quelqu'un avec soi, c'est plus intéressant de travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà, je me suis bien équipé en termes de contention, donc ça, je mets ça en place.
Nous, en tout cas, dans notre département, dans nos territoires, ça a permis quand même de réinsuffler une nouvelle vague de... Voilà, ne serait-ce que même au niveau agronomique, ça a amené à réfléchir et ça a eu du bon même pour le conventionnel. Donc ça, c'est très intéressant. En ce moment, 10 hectares de pommiers. Alors, il y en a 5,5 en conventionnel. Et ça va faire, avec ce que je plante cette année, 4,5 en conversion et bio. Plus 1,5 hectare de kiwis qui seront bio cette année. Voilà. Okay. Après du terrain vide, il doit y avoir 2 hectares ou 3 hectares. Déjà, ça faisait un petit moment qu'on entendait parler que les produits ils allaient se raréfier, les produits de traitement phyto. Et puis bon, on a attendu le maximum de savoir des variétés déjà qui étaient résistantes à beaucoup de ravageurs et beaucoup de maladies pour pouvoir se lancer. Avec des variétés conventionnelles, jamais dans la vie je serais fait du bio. Voilà. De ne pas y arriver quoi. De ne pas y arriver. Quand on n'a jamais fait et que personne n'est trop au courant, on se cherche. De ne pas pouvoir y arriver. Beaucoup de main-d'œuvre au départ, j'avais peur de beaucoup de main-d'œuvre et finalement il y en a, mais c'est pas si catastrophique que ça. Il suffit d'avoir le matériel à peu près, puis ça passe quoi. Mais après quelques traitements, mais c'est plus facile que du conventionnel. Je me faisais peur, mais finalement c'est un peu plus facile. J'ai pas tous les outils que tout le monde a pour travailler le sol propre. Quoi. Je veux dire, moi il y a toujours un peu d'herbe. Bon après là, j'ai pas touché depuis un petit moment. Hein. Mais j'ai pas les herses rotatives comme tout le monde a, j'ai pas des trucs comme ça. J'ai que du fil. Ça marche assez vite, ça marche assez bien. Après, il ne faut pas être pressé. En principe, on fait 4 heures à l'hectare à peu près. Après, un atomiseur, ça reste toujours un atomiseur. Là, j'en avais 2. Donc un qui sert que pour le conventionnel et l'autre que j'ai mis maintenant pour faire que du bio. Donc, alors qu'au début, je faisais tout avec le même. Il suffisait de rincer et puis c'était bon. En rendement, non. Mais je pense qu'à la longue, en revenu, je pense que ce sera plus rentable que du conventionnel. Déjà, on aura moins de produits phyto, donc déjà, le coût est écrasé. Bon, on aura moins de tonnage, mais si ça va un peu plus, logiquement, je pense que si ça se maintient comme ça, là, ça devrait être bien. Le temps de travail que tu ne passais pas à traiter, quand tu es entre le conventionnel et le bio, tu le passes à faire de la mécanique, du travail du sol, quoi, plus ou moins. Hein. Tu tombes un peu plus souvent, tu passes un peu plus souvent. En fait, heures de tracteur, ce sera les mêmes, hein, à peu près. Peut-être même un petit peu plus dans le bio que dans l'autre. Mais bon, c'est pas pareil, quoi. On le fait, c'est ça.
Ça coûte toujours un peu, mais on balance moins de produits, quoi. Voilà. Pour la santé et pour le moral, je pense que c'est mieux. À l'hectare, tu dois avoir à peu près entre 18 000 € de plan à peu près. Et 10 000 de piquets. Et 7 ou 8 000 de filets. Déjà, commencer. Donc on va dire en gros avec l'arrosage et tout ça, tu dois être entre 40 et 50, suivant la variété, parce qu'il y a des variétés plus ou moins chères. Voilà. D'entrée. Que tu surgreffes, ça sûr. Après il faut que tu choisisses bien tes parcelles. Disons, mais toi si tu as une parcelle où c'est que tu veux surgreffer qui est sous le vent, il vaut mieux que les premiers rangs tu les plantes déjà en surgreffage, enfin pour le passage en bio. Pas faire mettons en plein milieu d'une parcelle où c'est que tu as le vent dominant il est comme ça et tu as le conventionnel à côté. Sinon tu vas être vite embêté. Oui, mais avec des bonnes variétés. Pas des variétés trop difficiles à tenir. Genre, si vous faites avec de la gala, il y en a qui y arrivent, mais c'est un travail de titan. Surtout au moment de la tavelure. Voilà. Après, vous allez y arriver au niveau de reste, mais c'est un travail très. Il faut avoir des variétés déjà qui sont résistantes à la tavelure à la base, et après, partant de là, je pense que c'est le mieux. Et il y en a, il en sort tous les ans. En fait, ça consiste donc à conseiller donc, les producteurs sur la taille, l'équarcissage, la récolte, les commandes de plants et toute la partie phytosanitaire donc, qui est liée aux arbres fruitiers. Il y a 30 producteurs qui sont donc dans la coopérative, 2 tiers dans les coteaux de Moissac, où c'est qu'on trouvera comme culture de la pomme, mais aussi de la prune, du raisin, de la cerise. Et ensuite, les autres sont situés dans la vallée de la Garonne et du Tarn, où c'est qu'on trouvera plutôt donc, pommes et kiwis. Donc il y a 350 hectares de vergers dans la structure. Alors, le bio, il a commencé depuis 3 ans. Sur des structures, en général, il y a à peu près 10% ou 20% à peu près de surface qui sont passées en bio. Moi, je pense que c'est le désherbage, voilà, parce qu'en fait, quand on ne met pas d'engrais donc chimiques, on met surtout que d'engrais organiques, on le situe donc sur le rang, et en fait, donc, l'arbre, il prend l'engrais organique, mais l'herbe aussi. En fait, donc, du coup, ça fait une grosse concurrence en fait, quand même par rapport à l'arbre. Voilà. Donc du coup, il faut s'équiper d'outils donc justement pour travailler le sol, justement pour enlever cette herbe, quoi. Alors les outils, effectivement, donc, ils coûtent assez cher, puisqu'il y a des porte-outils, comme sur le tracteur. Mais bon, après, voilà, il y a des fraises, il y a des lames, il y a des socs. Mais tout ça, bon, si on veut tout acheter, ça coûte à peu près entre 15 et 20 000 €. Donc ça coûte relativement cher. Donc effectivement, quand on commence, c'est compliqué justement pour s'équiper avec tous ces matériaux, quoi. Mais bon, c'est quand même l'herbe quand même qui reste, enfin, pour moi, le problème le plus important quand on transfère, quand on transforme des vergers, quand on les passe en bio. Ce que je sais, c'est qu'en conventionnel, c'est en général à peu près entre 18 000 et 20 000 € à peu près, donc le coût de production, voilà. Alors après, je ne l'ai pas forcément encore bien chiffré, mais ce qui est sûr, c'est que bon, on met moins de produits phyto,
mais par contre il y a plus de main-d'œuvre. Parce que étant donné qu'on ne peut pas éclaircir dans les pommes chimiquement, on le fait avec des produits bio mais qui ne sont pas très efficaces. Donc il faut par force repasser à la main pour faire tomber des pommes. Sachant que sur un bouquet de pommes, parfois il y a à peu près 6-7 pommes, et que nous, avec 2, il y en a largement assez, quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut passer parfois 200 ou 300 heures à la main pour faire tomber les pommes. Ça, c'est chose que dans les vergers traditionnels, on ne le fait pas ou pratiquement pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment une charge qui est supérieure par rapport à un verger conduit en traditionnel. En général, en bio, quand on fait à peu près 45-50 tonnes, c'est, je pense, à peu près le maximum, quoi. Parce que bon, en fait, voilà, donc je pense le maximum. Alors que par contre, en traditionnel, on peut monter jusqu'à 75-80 tonnes hectares sans problème quand même. Ouais. Toujours pareil, en fait, parce qu'en fait, comme en bio, on met que la matière organique, voilà, du coup, donc derrière, ça répond plus lentement, et voilà, c'est pas pareil que quand on met de l'engrais chimique, où derrière, ça réagit beaucoup plus rapidement quand même. Normalement, en bio, jusqu'à maintenant, ça se vend à peu près, le producteur touche à peu près 1 € du kilo, grosso modo, à peu près, quoi, voilà. En conversion, c'est à peu près entre 0,50 et 0,60. Et après, en traditionnel, mais ça dépend des variétés. Il y a des variétés, c'est que le producteur va toucher à peu près 20 centimes du kilo, et d'autres, il va toucher 45 ou 50. Mais c'est vrai que bon, il y a quand même donc, il y a un gradient. Pour le moment, il y a quand même un gradient important entre le traditionnel, la conversion et le bio. Et ça peut changer parce que beaucoup de producteurs se sont mis à faire des vergers bio. Alors pour l'instant, l'offre elle est inférieure par rapport à la demande, mais d'ici peut-être 4-5 ans, quand l'offre sera supérieure à la demande, quand il y en aura de partout, je pense que ça va s'aligner un petit peu, ça va diminuer un petit peu. Alors ça sera toujours plus cher quand même que du traditionnel, mais je pense que les prix vont un petit peu se tasser un petit peu quand même. On le fait, oui. Parce que c'est vrai que quand on met en place un arbre dans un sol bio, il va pousser moins rapidement, quoi. Voilà. Alors que quand on le coupe et quand on regreffe, derrière on a un très gros tronc et un très gros système racinaire, donc du coup, en fait, comme dit, ça envoie, quoi. Voilà, ça pousse. Et du coup, on arrive à faire des arbres donc, très rapidement, quoi. En plus, souvent, on met 2 axes, ce qui fait que donc, la production, elle arrive derrière très rapidement, quoi. Ou alors, il faut planter sur un sol qui n'a jamais vu de pommier auparavant, un sol très fertile, là ça peut aller. Mais derrière, par contre, on a un verger, on a un terrain sur lequel il y avait des pommiers. Et si on veut mettre dessus d'autres pommiers en bio, le verger il va patiner, il ne va pas pousser comme il faut, quoi. Et ce qu'il nous faut à nous, en fait, il faut que le verger pousse le plus vite possible pour faire des pommes en fait, très rapidement, quoi. Voilà, donc, c'est pour ça qu'effectivement le sucreffage, je m'en paraît une solution intéressante, justement pour refaire un verger dans les 2-3 ans après quasiment, quoi. Ouais. Il faut quand même que dans vos cultures, vous réfléchissiez à faire au moins, peut-être pas tout, mais au moins une part quand même de bio. Alors que ce soit en céréales, en arbo, ou en viticulture, ou même en culture légumière. Je pense qu'il faut quand même faire une partie bio quand même. En plus, maintenant les gens, ils sont en train de manger donc, beaucoup plus local. Donc je pense que si on peut faire du bio local, c'est encore mieux, quoi, parce que les gens sont en train un petit peu de se désintéresser des grandes surfaces, justement pour revenir comme ça au marché du samedi ou du dimanche, voilà, pour acheter local.